Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité à faire un exposé devant vous ce matin. Alors, moi, je ne vais pas trop vous parler de vert, mais plutôt de rouge, de viande rouge. Et puis, j'ai vu sur le programme qu'il était beaucoup question, de toute façon, du Green Deal dans les interventions successives. Donc, mon rôle, si j'ai bien compris, c'est plutôt de donner the broad picture, l'image générale de l'économie des échanges. Alors, je vais commencer par de la conjoncture économique très générale, juste pour rappeler quelques flashs, même si j'imagine bien que vous avez en tête les disparités qu'il y a dans cette zone euro-méditerranéenne, qui est aussi le cœur de développement de l'Union européenne, enfin ses plus proches voisins. On ne peut évidemment pas se désintéresser de ce qui se passe tout autour du bassin méditerranéen. Je vais focaliser ensuite davantage sur les flux de viande bovine et les flux de bovins vivants, parce qu'on va le voir quand on parle non plus d'échanges à l'intérieur de l'UE, mais extra-UE. L'essentiel se fait aujourd'hui autour de la Méditerranée, en bovins vifs, et on va voir pourquoi. Et puis je reviendrai sur l'évolution de la consommation de viande, et puis je vous donnerai aussi quelques éléments sur la viande ovine et le porc. Alors d'abord, quelque chose peut-être pas très facile à lire de si loin, mais qui donne J'ai pris tous les pays qui bordent la Méditerranée, et je suis allé voir sur la banque de données de la Banque mondiale, quelles étaient les populations et les revenus par habitant en parité du pouvoir d'achat, pour corriger des parités monétaires qui varient énormément selon les années. Et on a des revenus, je vous disais que c'est une région extrêmement disparate, mais les revenus par habitant vont de 6 000 $ en parité de pouvoir d'achat en Cisjordanie et à Gaza, à 46 000 en France, en tout cas en 2018, avec tout un panel très disparate. Deuxième chose, les prévisions du FMI, telles qu'elles ont été publiées le mois dernier en termes de croissance, l'estimation de croissance pour 2019 qui est en bleu, et les prévisions en rouge restent extrêmement modestes. Extrêmement modeste un peu partout, un peu plus vive en Espagne, par exemple, ou en Grèce. En revanche, modeste à peu près partout ailleurs. Et surtout, si on regarde ce qui se passe par habitant, notamment dans la zone Afrique du Nord et Proche-Orient, depuis 2017, on a par habitant plutôt une régression de ce PIB par habitant. On est dans une zone qui est encore actuellement en crise. Alors on a bien en tête les crises, les guerres, y compris qui se passent en Syrie notamment, les crises des réfugiés, mais aussi en crise économique globale, avec l'Égypte par exemple, qui est dans une crise assez profonde, avec la Turquie qui n'a pas de progression, de croissance économique en 2018, avec des crises qu'on peut connaître aussi, et des crises plutôt de réaction de la société civile en Algérie, par exemple. Et puis on a des taux de pauvreté qui restent eux aussi extrêmement importants. Alors je vous ai mis sur fond blanc les coefficients de Gini, qui sont une manière de calculer les inégalités de revenus, parce qu'on peut toujours parler des revenus moyens par habitant, mais ce qui est extrêmement important, notamment pour la consommation de viande, c'est aussi les rapports de revenus. On sait très bien que quand les plus pauvres gagnent un peu plus d'argent, ils vont se mettre à consommer de la viande. Et donc, quand on regarde le potentiel de consommation des différents pays, notamment des plus pauvres, il faut absolument regarder non pas seulement le revenu moyen par habitant, mais également cette répartition du revenu dans le pays. Alors, les consommations de viande, elles sont extrêmement disparates, elles aussi. Là, j'ai commencé par les Balkans. Vous avez en rose le porc, en jaune la volaille, en rouge la viande bovine et en vert le mouton, l'agneau plus exactement. Et donc dans tous les Balkans, le porc et la volaille mènent la danse quelque part. Même si partout, la viande bovine représente
entre le tiers et le quart, voire de la consommation totale de viande. Alors, les quantités globales en équivalent carcasse par habitant peuvent être assez différentes. Là, dans les Balkans, ça va de 32 kg équivalent carcasse par habitant en Bosnie-Herzégovine à 71 kg ou 84 kg au Monténégro. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'UE du Sud-Ouest, on a finalement, en termes de kilos équivalent carcasse par habitant, quelque chose qui est relativement resserré, entre 73 kilos équivalent carcasse en Grèce et 92 en Espagne. Et là aussi, une part du porc et de la volaille qui est prédominante. Mais, encore une fois, le bœuf reste important, avec l'agneau qui est très spécialisé sur quelques pays, notamment en Grèce. Quand on regarde l'est de la Méditerranée, bien évidemment, là, on n'a plus de porc. Et donc, ce qui laisse beaucoup plus de place à la volaille, mais aussi à l'agneau, et avec le bœuf qui peut représenter entre le tiers et la moitié de la consommation par habitant. En revanche, avec des niveaux de consommation Israël mis à part, nettement moindres qu'en Europe. Et puis, quand on regarde au Maghreb, là, les niveaux de consommation sont encore bien inférieurs, puisqu'on est entre 21 kg équivalent carcasse en Algérie et 33 au Maroc. Une prédominance souvent de la volaille, une présence extrêmement marquée de la viande ovine et le bœuf qui est toujours là. Ça, c'était la vision générale bassin méditerranéen. Quand on regarde, maintenant on va focaliser plus sur la viande bovine. Quand on regarde le marché de la viande bovine et son évolution, ce qui est frappant, c'est que le marché atlantique, qui était traditionnellement, qui faisait la moitié, voire un peu plus des échanges mondiaux de viande bovine, devient très minoritaire par rapport au marché pacifique, et surtout avec le focus vers l'Asie du Sud-Est, et bien évidemment, d'abord et avant tout, la Chine. Il y a 10 ans, le Mercosur, la quasi-totalité de ses exportations était sur le marché atlantique. Russie, Union européenne, Proche et Moyen-Orient. Aujourd'hui, la très grosse majorité de leurs exports, c'est sur le marché asiatique. Donc le marché atlantique, finalement, il devient très marginal dans notre vision globale du marché de la viande bovine. On a une consommation en Europe dont on pensait qu'elle était structurellement en train de s'éroder. Vous avez la consommation en bleu, là, sur cette courbe. Mais finalement, cette consommation, elle est très liée à la production. Et comme la production a plutôt rebondi depuis 2013, la consommation, finalement, elle a suivi. Ce qui est frappant aussi, c'est que nous sommes vraiment dans un marché unique, ça tout le monde l'a bien en tête, même si on parle de plus en plus de préoccupation du consommateur pour de la production locale, en viande bovine comme dans d'autres produits, n'empêche que depuis 10 ans, les flux de viande à l'intérieur de l'Union européenne ont augmenté. Ils ont pris 10%. Et ils représentent aujourd'hui à peu près 35% de la production de viande bovine en Europe qui circule d'un pays à l'autre, souvent entre deux pays voisins. Autre chose qui est importante, vous l'avez en rose en bas, la viande avec os était dominante dans ces échanges intra-européens. Aujourd'hui, ce sont les viandes désossées qui sont dominantes dans ces échanges. Sur les grands flux d'exportation, en fait, on a 5 pays exportateurs qui dominent ces échanges intra-européens. Alors j'ai mis la France parce que cette diapositive a été faite pour un public français, mais la France n'est pas, et de loin, le principal de ces exportateurs au sein de l'UE. Et la France a 3 marchés essentiels, notamment pour de la viande de jeunes bovins. C'est d'abord l'Italie, puis la Grèce, puis l'Allemagne, ou puis l'Allemagne et puis la Grèce selon les années. La Pologne, qui était quasiment absente de ces échanges il y a ne serait-ce que 10 ans, est maintenant un des plus gros exportateurs de viande bovine. Et avec des exportations qui sont vraiment dans tous les pays, ou à peu près dans tous les pays. C'est du jeune bovin de type laitier, qui a comme avantage d'être pas cher. Ensuite, on a l'Allemagne, qui est aussi traditionnellement un gros exportateur, principalement de viande de jeunes bovins, mais aussi de viande de vache, notamment vers la France, et qui exporte dans beaucoup de pays voisins.
On a les Pays-Bas, mais qui sont plus une plateforme d'import-réexport, et puis aussi qui est le plus gros producteur, enfin le plus gros exportateur de viande de veau de boucherie dans l'Union européenne. Et puis bien sûr on a l'Irlande. Alors l'Irlande, jusqu'en 2017, exportait 60% de sa viande bovine vers le Royaume-Uni. Et là, la grosse question, c'est... Et après le Brexit, qu'est-ce qui peut se passer ? Côté consommation, elle suivait finalement, comme je vous l'ai dit, la production. C'est plus, on s'est souvent dit, l'évolution de la consommation de viande bovine ou d'autres types de viande par habitant est très liée finalement aux préoccupations sociétales. Préoccupations bien-être animal, la viande accusée de produire beaucoup, d'avoir un effet réchauffement climatique extrêmement élevé, etc., etc. En fait, ce qu'on voit quand on regarde véritablement les chiffres, et notamment les chiffres de volume, que c'est essentiellement un problème de disponibilité, de prix et de qualité perçue par le consommateur. Et du coup, après la fin de l'impact le plus dur de la crise de 2008-2010, la crise économique, ce qu'on voit dans tous les pays du sud de l'Europe, c'est plutôt un rebond de cette consommation, rebond qui se confirme en Italie, rebond qui se confirme en Espagne, rebond qui s'est confirmé, y compris en Grèce, malgré les effets beaucoup plus durs qu'ailleurs qui ont été subis par les consommateurs grecs. Mais le ministre a insisté aussi tout à l'heure, certes il y a 10 millions de consommateurs grecs, mais il y a aussi quasiment 10 millions de touristes qui ont plutôt privilégié la Grèce ces dernières années, étant donné les crises qu'il y avait un peu partout ailleurs dans les pays touristiques dans les autres pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Juste un petit focus très rapide sur le porc. Le porc n'est pas la principale production dans les pays du sud de l'Union européenne, sauf en Espagne. Là, c'est complètement spectaculaire, l'explosion de la production de porc en Espagne, et c'est une explosion d'abord et avant tout pour l'export, puisque l'Espagne, vous l'avez là, exporte 45% de sa production de porc. Bon, en ce moment, avec les prix qui sont à équivalent de 1,85 € du kilo carcasse, du fait de la peste porcine africaine et de la demande chinoise qui explose littéralement. Avec ces prix-là, tout le monde gagne de l'argent, mais les Espagnols plus que les autres quand même. Alors côté viande bovine, non plus à l'intérieur, je reviens dessus, non plus à l'intérieur de l'UE, mais sur les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. On a des gros importateurs, notamment l'Égypte, mais aussi Israël, depuis la libéralisation de son marché qui était extrêmement protégé. Or, depuis 5 ans, Israël est en train de libéraliser progressivement ses importations, notamment de viande bovine, mais également en Jordanie, en Turquie, en Algérie. Ce sont des gros importateurs de viande bovine, mais sont des acheteurs d'abord de prix. Et on le voit très bien, la part de l'UE, elle est en bleu, là. À part au Maroc, où elle représente la moitié des imports, mais le Maroc est loin d'être le principal importateur. En Israël, parce que quand on regarde les viandes réfrigérées, en effet, l'UE a un avantage comparatif sur le Mercosur, là, qui est en vert plus ou moins foncé. Vert foncé, c'est le Brésil. Vert clair, c'est les autres pays du Mercosur. Ou sur l'Inde, qui est en orange. L'Inde est le pays qui a les exportations les plus compétitives au niveau prix. En revanche, il y a quelques problèmes dans d'autres domaines. Donc l'Inde perd plutôt récemment des parts de marché au profit essentiellement du Mercosur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'UE, en effet, a une part de marché intéressante sur Israël, intéressante sur la Turquie ou au Maghreb. Par contre, dans un pays comme l'Égypte, les exportations européennes sont vraiment extrêmement marginales. Alors, il y a la viande, mais il y a surtout le vif. Alors, je me souviens, il y a 10 ans, je discutais avec des experts qui disaient « mais le marché du bovin vif, c'est fini, avec les préoccupations sur le bien-être animal, avec ce que ça coûte de transporter des animaux vifs par rapport à transporter de la viande, il ne faut plus en entendre parler. » Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces flux de bovins vifs dans le monde grimpent d'année en année.
Alors vous avez ici les exportations. J'ai enlevé les exportations de reproducteurs, en particulier de génisses. L'essentiel sont des génisses laitières, qui s'échangent aussi beaucoup. Mais pour ne pas perturber oui, je me presse un peu, c'est ça ? Pour ne pas perturber tout, je n'ai pris en compte que les bovins destinés à l'engraissement ou destinés à l'abattage. Là, vous avez les exportations en Europe. La France est de très loin l'exportateur principal de bovins vifs au sein de l'Union européenne. Vous avez les importations et les exportations au sein du NAFTA, en Amérique du Nord, les exportations australiennes qui sont très importantes et les exportations du Mercosur qui ne cessent également de progresser. L'année dernière, Uruguay et Brésil ensemble ont exporté 800 000 bovins, principalement sur le bassin méditerranéen. Une autre façon de montrer l'expansion de ces flux de bovins vifs, c'est ce graphique. Je passe un petit peu rapidement pour ne pas exploser mon temps de parole. Et puis quand même, à l'intérieur de l'UE, je vous disais, le principal exportateur de bovins vifs, et là je n'ai pris que les broutards, c'est-à-dire que les animaux d'au moins 160 kg, c'est la France, son marché essentiel c'est l'Italie, puis l'Espagne, il y a d'autres pays européens, puis il y a les pays tiers. Et quand on regarde de l'autre côté l'Italie dépend de plus en plus, vous avez la part de marché ici en bleu, des fournitures de broutards français en fait, sachant que les fournisseurs alternatifs d'animaux à engraisser dans la plaine du Pô se sont plutôt retirés du marché et tout simplement faute de disponibilité. Les flux de bovins vifs à l'intérieur de l'UE progressent, les flux de bovins vifs vers les pays tiers et surtout ou essentiellement vers le pourtour méditerranéen progressent également. Alors pourquoi on exporte des bovins vifs, notamment sur le bassin méditerranéen ? Alors que ça coûte très cher, qu'il faut transporter évidemment des animaux, y faire attention, mais aussi transporter des fourrages, de l'eau, gérer les affluents, gérer les animaux malades. Sur un bateau, c'est quand même pas très facile, et sur un camion de même. Et on a des coûts élevés, voire très élevés, par rapport à transporter simplement des containers de viande congelée ou de viande réfrigérée. Pourquoi ? C'est parce que c'est très attractif pour la plupart des pays en développement. C'est très logistiquement d'accord, mais la chaîne du froid est beaucoup moins cruciale quand on a des animaux vifs. On les stocke sur pied et on les abat au fur et à mesure des besoins. J'ai vu à Beyrouth, dans le Grand Beyrouth, il y a des immeubles où on stocke des animaux vifs et on les abat finalement au fur et à mesure des besoins des boucheries et des supermarchés. Le mode d'abattage est complètement maîtrisé et certifié, et notamment quand on parle d'abattage rituel, qui peut être kasher, qui peut être halal, etc. Et puis surtout, et je pense que c'est ça l'essentiel, les abats, dans beaucoup de ces pays-là, sont valorisés aussi cher que la viande bovine. Et du coup, avoir les abats avec la viande, c'est un énorme avantage. Et les abats, en plus, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, les foies, ça circule très bien congelé, mais pour d'autres abats, c'est plus compliqué à transporter, et là, on les a tout frais. Et puis, enfin, comme partout, l'abattage local, finalement, dit baladi, dans les pays de l'Est de la Méditerranée, rassure les consommateurs sur la fraîcheur du produit. Et du coup, le Proche-Orient, c'est un marché en expansion et qui, l'année dernière, la Turquie en tête, alors ça c'était assez exceptionnel, mais la Turquie, l'année dernière, a importé plus d'1,3 million de bovins de plus de 160 kilos, destinés à l'engraissement et à l'abattage. Je ne vous mets pas les génisses laitières, dont ils ont importé un peu plus de 100 000 aussi, par ailleurs. Le Liban est un importateur traditionnel de ces bovins vifs, notamment destinés directement à l'abattage, alors qu'en Turquie, ce sont des bovins qui sont destinés à l'engraissement, qui sont de moins 300 kg. En Israël, ce ne sont que des bovins d'engraissement également. En Égypte, plutôt des bovins directement pour l'abattage, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous avez en violet et en bleu ciel, juste en bleu ciel, la part de l'UE, qui est loin, là encore, d'être dominante, sauf au Maghreb, où là, on ne trouve que les exports européens. En Libye, aux 3/4 sont des exports européens. En Israël aussi. Mais en Turquie, les 3/4 des importations l'année dernière provenaient du Brésil et de l'Uruguay. C'est-à-dire traverser tout l'Atlantique,
toute la Méditerranée pour arriver se faire engraisser en Turquie. Alors, les exports UE, finalement, leurs origines sont très diversifiées, hein, de France, Roumanie, Portugal, Croatie, Espagne, Hongrie, Bulgarie et d'autres encore. Ils plafonnent plutôt depuis 3 ans. Ils plafonnent pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de ces pays importateurs dont les monnaies ont dévalué ces dernières années. Je pense notamment à la Turquie. Et d'autre part, parce qu'il y a un problème de FCO qui a freiné, avec la certification exigée par ces pays tiers, les exportations européennes. Alors, juste 2 focus. Un focus sur Israël, qui avait beaucoup augmenté ses importations de bovins vifs et qui paraissent pratiquement stabilisées. L'UE représentant, je vous le disais, maintenant à peu près les 3/4 de leurs importations. L'autre fournisseur étant l'Australie. Là encore, hein, les bovins d'Australie, ils font un peu du chemin. Et le reflux des importations turques, bon, ça ce sont uniquement les bovins maigres sur 7 mois, hein, c'est-à-dire c'est pas sur l'année. Et sur les 7 premiers mois de l'année, en effet, on est plutôt revenu à un rythme identique à 2017. Sans doute que le rythme de 2018 était beaucoup trop élevé par rapport au potentiel de consommation dans une économie qui, en plus, est un peu en crise en ce moment. Mais quand même, ça reste extrêmement important. Et puis d'autre part, la Turquie est un des rares pays de la zone qui peut prétendre augmenter sa production agricole et sa production de viande bovine en particulier. Et notamment, ils ont beaucoup augmenté leur cheptel laitier avec des aides qui sont non négligeables. Hein. 180 € par vache laitière, ça devient pas tout à fait rien quand même, c'est à peu près comparable à ce que peut toucher globalement un éleveur européen. Alors ça peut être différent d'un pays à l'autre, mais peu importe. Et donc, avec cette préoccupation d'augmenter la production laitière, bien sûr, derrière, il y a des veaux qu'on peut croiser d'ailleurs et qui donnent aussi du disponible pour faire de la viande bovine. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Donc, on est un petit peu en baisse en exportation européenne sur les 7-8 premiers mois, en baisse en volume, mais aussi en euros, avec un pouvoir d'achat qui a diminué, notamment en Turquie. Juste 2 petits flashs très courts, très brefs sur les ovins. Vous avez là les échanges de viande ovine à l'intérieur de l'UE. Alors certes, il y en a un petit peu sur le pourtour méditerranéen, mais franchement, je suis allé très très bas pour dessiner des flèches, hein, à des flux de 500-600 tonnes par an, c'est-à-dire c'est très faible. En revanche, quand on regarde en ovins vifs, même phénomène finalement que pour la viande bovine, on retrouve des flux très significatifs. En conclusion, on a une demande de l'UE du Sud qui poursuit sa récupération depuis la crise qui a été très profonde dans tous ces pays-là, mais qui reste bien sûr à la merci de tout retournement de la conjoncture. On a un potentiel certain d'augmentation de la consommation des viandes dans l'Est et le Sud de la Méditerranée. Vous avez vu les niveaux actuels, et notamment en viande rouge, il y a une faim de bœuf, il y a une faim de viande ovine, tant d'agneaux d'ailleurs que d'ovins adultes, mais des difficultés économiques actuelles. On a un potentiel de production qui est non négligeable, tout particulièrement en Turquie, mais presque partout, ces pays-là sont à peu près autosuffisants en volaille. Ils importent éventuellement de l'aliment du bétail, mais la volaille est élevée sur place et abattue, bien sûr. L'essentiel de leurs demandes supplémentaires en viande rouge, peut-être Turquie mise à part, viendra d'importations, et ces importations se feront toujours tout particulièrement en vif. Même s'il y a des préoccupations welfaristes, alors plutôt dans les pays les plus riches, pour mémoire, en Israël, Madame Netanyahou, donc Netanyahou qui était Premier ministre jusqu'aux élections de septembre, là, voulait faire passer une loi à la Knesset interdisant à terme les importations d'animaux vivants hors reproducteurs. Et dernier aspect, la concurrence du Mercosur, qui est déjà très présente, notamment sur les bovins vifs, mais aussi sur la viande, on l'a vu, risque vraiment de se renforcer dans la région parce que leur potentiel de production est en train d'augmenter, notamment avec la demande chinoise. Et donc, les Chinois n'important pas toutes les pièces, il restera toujours suffisamment pour fournir davantage de viande rouge, davantage de viande bovine à cette région du monde. Et puis l'accord UE-Mercosur, dont on pourra parler peut-être plus tard dans la table ronde. Je vous remercie pour votre attention.